Franck Allard-Latour, alors, vous, aujourd'hui, qui fait le plus de… qui vous interroge le Alors, plus, des cédants ou des repreneurs, parce qu'on voit qu'ils sont à la manœuvre. en fait, nous, on est très en amont on est très en amont du marché. Et nous, nos chiffres de progression sont exponentiels sur les cédants. Sur les cédants, Et intéressant. oui, parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Alors, est-ce qu'ils vont vendre tout de suite? Comme l'a dit Damien, apparemment non, ils décalent. Mais en tout cas, le marché sur la valorisation est extrêmement animé. On nous demande des valorisations post-Covid, des valorisations avant le Covid. Et c'est pas pour ça que les chefs d'entreprise qui sont de futurs cédants viennent chez nous et se disent mais combien vaut mon entreprise? Je veux une réponse rapide, je veux savoir. Voilà. Ça veut dire que on va être positif avec le retour de l'activité. Les cessions risquent vraiment de s'accélérer. Je pense qu'il y a un trou. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde veut savoir combien son entreprise vaut. Je vais faire simple. Les chefs d'entreprise ont besoin de savoir pourquoi ils travaillent et au final, quelle est la valeur de leur société. Et nous, on le constate, ils viennent chez nous et ils posent des questions. Alors, il y en a qui vont aller jusqu'à la vente, parce qu'il y en a qui ne sont pas impactés par la crise, qui se disent bah, finalement je vends. Il y en a qui ont même bénéficié de la crise. Bien sûr, dopé par la crise pour certaines Voilà. niches d'activité, bien sûr. Voilà. N'oublions pas, et on a eu le cas il n'y a pas très longtemps, qu'il y a encore des cédants très âgés qui ont 85 ans. On a eu le cas d'une dame qui a une très belle affaire à 85 ans et qui là se dit maintenant je vends, voilà, il faut vraiment que je vende. Mais bon, ce n'est pas la majorité des cas. En tout cas, le marché de l'évaluation est très dynamique. Voilà, donc c'est bien sûr, combien vaut mon entreprise? Avec l'épisode Covid, eh bien, les dirigeants sont, pour ceux qui se rapprochent en tout cas de la cession ou de la transmission de leur affaire, eh bien, ils sont désireux d'avoir des ordres de grandeur quant à la valeur de leur affaire. Voilà un témoignage intéressant. Julien Belon, Oui. du côté des populations de professionnels, en effet, qui sont les vôtres, les fonds d'investissement, par exemple, aujourd'hui, sur quel pied sont-ils? Ils sont plutôt vendeurs, ils restent acquéreurs en embuscade pour saisir des opportunités de consolidation, de croissance externe pour leur participation? Alors, nous, on voit en fait, il y a un sujet qui est assez utilisé sur l'outil et de savoir ce qui va sortir des fonds. D'ailleurs, ça pourrait, alors nous, on travaille peu en direct repreneur, mais ça peut être intéressant, ce sera peut-être un développement futur ou autre, mais de voir un peu ce qui va sortir des portefeuilles des fonds, parce qu'on peut requêter voilà, je sais pas moi, en packaging, qu'est-ce qui va sortir et qui fait plus entre 3 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, typiquement. Et donc, c'est des sujets intéressants, mais on voit que donc, c'est plus, il y a deux sujets. Un, les fonds, ils nous mettent ce qu'ils recherchent comme acquisition, et deux, on voit les taux de requêtes qui sont faites. On voit qu'il y a beaucoup, et puis on discute beaucoup avec eux, de requêtes sur de la recherche de sortie de portefeuille, tout ce qui vieillit un petit peu et qui a eu un peu de mal, voir comment ça va se passer. Parce qu'eux, ils sont contraints de vendre quand même, en Bien partie sûr. en tout cas. L'horloge tourne pour certains. L'horloge tourne et ils doivent y aller. Alors après, ils se débrouillent un petit peu. Mais comme c'est sous perfusion, faut voir un petit peu, ils essaient de négocier avec leurs investisseurs pour garder certaines sociétés. Donc, on voit qu'il y a des taux de sortie qui sont un peu moins importants sur des sociétés qui devaient sortir normalement. Ce n'est pas forcément évident. On les voit qu'elles ne sortent pas et que les taux de sortie de détention se rallongent sur celles qui devaient sortir. Donc, c'est assez évident en fait. Après, sur les secteurs, en tout cas, les plus impactés, on va dire. Ouais. Mais même globalement, parce qu'il y a quand même une frénésie d'achat, mais sur des boîtes parfois parce que voilà, celles qui sont encore sur le marché, et il y en a quand même beaucoup, même si en nombre d'acquisitions, il y a moins d'opérations, on le voit. Mais par contre, on a énormément de recherches parce qu'ils ont quand même beaucoup d'argent, et notamment pour densifier leur pôle. Et pour eux, c'est pour les fonds, je parle là, c'est une opportunité en or de déployer de l'argent pour faire croître des sociétés. Parce qu'ils ont des cibles qui sont un peu en difficulté et donc des cibles qui les recherchent continuellement. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, on voit quand on est sollicité, c'est à la fois parce que ils remplissent ce genre d'infos sur l'appli et on voit que nous, on a une forte croissance des usages sur ce sujet.
Et en fait, ils recherchent aussi ce qui va sortir des portefeuilles, parce qu'il y a des affaires, entre guillemets, à faire sur des choses qui sont, on attend de voir un peu plus clair post-PGE. Mais en tout cas, ils sont vraiment en acquisition parce qu'en fait, il y a beaucoup d'argent levé. Il n'y a jamais eu autant d'argent et de tous les côtés. Et du coup, tout le monde attend un petit peu de voir quelles sont les boîtes qui souffrent. Mais comme elles sont un peu sous perfusion, on n'a pas encore vu clairement. Et puis, les dirigeants ne sont pas forcément vendeurs, Tout quoique ça, le étant élevé. C'est un peu, à mon avis, tout ça est un peu lié à un tout ça va se préciser évidemment dans les semaines et les mois qui viennent, parce qu'en effet, des entreprises en perfusion qui le seront moins, qui ne le seront plus du tout. Il y aura forcément, on arrive dans un marché qui vraiment va être un marché d'opportunités, comme vous le disiez, Julien, avec des opportunités de consolidation, peut-être à bon compte, avec des concurrents C'est peut-être ce qui qui fait auront tirer un petit été peu la valorisation vers le fragilisés haut, peut-être, ouais, par effectivement. l'épisode Covid. Dernière photographie, alors Jean Houlaine, justement, on parle là toute la difficulté aujourd'hui, s'agissant en tout cas des business plans, puisque ça, les repreneurs nous le disent, toute la difficulté, c'est de prendre en compte encore beaucoup d'incertitudes. Donc là, pour certains, ils attendent les comptes de 2020, mais ensuite, comment pondérer un exercice 2020 qui forcément est totalement atypique. Tout ça et comment se projeter à plus de 6 mois ou un an dans un contexte qui est encore riche en incertitudes. C'est un petit peu la difficulté pour, en tout cas, les repreneurs qui analysent des cibles aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme retour, vous qui êtes à leur côté dans cet accompagnement? Clairement, l'incertitude est au cœur du sujet. Alors, peut-être juste pour confirmer ce qui vient d'être évoqué, on a aussi noté une baisse, un ralentissement assez marqué des nouveaux dossiers, des nouvelles demandes, de l'arrivée de nouveaux cas de reprise sur Eval Tombise. En revanche, à l'inverse, un allongement des parcours. C'est-à-dire que typiquement, nous, on propose un logiciel qui peut être utilisé pendant la durée du parcours. Alors, si l'entreprise, si on arrive à trouver la perle rare et qu'on la rachète au bout de 6 mois, on va utiliser l'appli pendant 6 mois et on peut s'arrêter au bout de 6 mois. Ce qu'on a vu en revanche, c'est un allongement de ces parcours d'utilisation de l'application, ce qui traduit le fait que certains dossiers qui étaient en cours ont été mis en pause, voire retardés, ou tout simplement abandonnés. Donc, c'est-à-dire que le client, le repreneur a dû passer à d'autres opportunités, d'autres cibles de reprise qu'il a modélisées sur l'application. La multiplication également des scénarios d'analyse. Effectivement, aujourd'hui, se projeter à 6 mois, à 1 an, c'est un exercice quasi impossible. Ce qu'on propose, la manière dont on propose de traiter cette incertitude, c'est d'essayer de la scénariser, c'est-à-dire de ne pas imaginer qu'un seul scénario, mais d'en imaginer plusieurs, de donner des points de repère pour l'avenir. Et là aussi, ça demande un petit peu de temps. Donc, toute cette incertitude a généré probablement un surcroît d'analyse qui s'est traduit encore une fois par un allongement de la durée d'utilisation dans les parcours de reprise sur Eval Tombise. Habituellement, ce qu'on voyait, c'était des temps d'utilisation moyens qui étaient de 6 à 9 mois sur des parcours de reprise, et là on est passé à plus de 12 mois. Et effectivement, et dernier paramètre qui a joué probablement, c'est la mise à disposition des comptes, parce que Eval Tombise s'appuie sur les données comptables, sur la matière première comptable, pour être capable de produire des simulations. Et là aussi, beaucoup d'entreprises ont eu du retard dans la production et dans le dépôt de leurs comptes sur ces derniers mois, ce qui a aussi engendré des décalages. Voilà, donc en effet, on le voit bien aujourd'hui, des acquéreurs forcément plus prudents, plus méfiants,
qui vont aussi peut-être passer leur chemin un petit peu plus vite quand ils ne trouveront pas quand il y aura, soit parce qu'il y a trop d'incertitudes, soit parce qu'il y a un manque de transparence aussi aujourd'hui sur la façon dont l'entreprise évolue, sur le trou d'air 2020. Est-ce qu'il est lié à un business model qui commence à s'essouffler, ou est-ce que c'est lié à l'épisode Covid? Bon, c'est certain qu'aujourd'hui, pour les acquéreurs, c'est difficile de faire la part des choses, ce qui relève du circonstanciel ou du structurel, et on peut penser que cela allonge évidemment le temps de recherche et le temps consacré à l'analyse des différentes cibles. Marc, je te coupe juste. Est-ce qu'on peut passer en plein écran la présentation? J'ai la demande. Alors ça, s'il vous plaît. Petit message en direction de Marinella. Marinella Bilardello, est-ce qu'on peut en effet avoir les intervenants en plein écran? Alors, j'essaye effectivement. Je suis preneuse, s'il y a quelqu'un qui peut me guider là-dessus, puisque là, manifestement, je ne suis pas sûre. En fait, c'est peut-être aller dans affichage. Oui, mais ça ne se présente pas de cette façon-là, puisque c'est un Toggle Dot, ça. Non. Peut-être clic droit déjà sur la barre d'outils pour la faire disparaître. Est-ce qu'elle prend de la place sans être déjà… Hop. Oh, mince. Je reviens, excusez-moi, je reviens vers vous. Mince. Où est-ce que j'ai mis… Alors, pendant qu'on recherche, pendant qu'on recherche la solution, on va progresser dans notre compréhension des bénéfices, peut-être là qu'on peut retirer maintenant de l'utilisation des outils des uns et des autres. Alors, parmi les bénéfices à retirer, aujourd'hui, un des premiers, c'est pouvoir identifier les bons intervenants, donc mise à disposition de répertoires électroniques qui vont permettre aux cédants comme aux repreneurs de pouvoir identifier le professionnel. Alors souvent c'est l'intermédiaire, mais pas que. On peut aussi rechercher bien évidemment un fonds d'investissement pour vous accompagner dans la reprise d'une entreprise. Alors, Damien Noël, c'est vrai qu'en l'espace de 20 ans, on a tous vu que le marché de la reprise se spécialisait à grande vitesse avec notamment des intermédiaires de plus en plus spécialisés par secteur d'activité, en fonction de aussi géographiquement, ils ne sont pas qu'à Paris, il y en a beaucoup. Il y a eu l'explosion des intervenants dits de proximité en région en fonction de la taille des cibles convoitées. On voit bien que l'une des premières difficultés en tout cas, c'est d'identifier le ou les bons professionnels. De quelle façon FUSAC les accompagne dans ce travail de recherche. Je sais qu'il y a tout un travail d'information qui est fait, en tout cas au niveau de la data, pour pouvoir, opération par opération, sur les 10 dernières années en tout cas, pouvoir bien cerner
le track record de chacun des intervenants. Explique-nous un petit peu de quelle façon cédants et repreneurs peuvent utiliser cet outil. Damien ? Je crois qu'on a perdu Damien. On a perdu Damien. Je ne vois plus Damien. Marc, je viens de revenir. Ouais. Désolé, j'ai problème de des réseau. problèmes de connexion là où c'est un petit peu compliqué. Tu as entendu la question sur la dimension répertoire des professionnels et des experts. Comment les choisir en fonction de spécialités qui n'ont cessé d'augmenter au fil des années. Tout à fait. Alors, sur FUSAC, on a une rubrique, si vous allez sur le site internet, donc trouver un expert. On référence aujourd'hui plus de 600 experts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rechercher à la fois sur le métier de l'expert, à savoir ce que je veux, un cabinet spécialisé en cession d'entreprise, un cabinet spécialisé en acquisition, si je suis repreneur et que je cherche quelqu'un qui peut m'accompagner, si je cherche un expert comptable, si je cherche un auditeur, un courtier en financement, un logiciel d'évaluation. Je crois que les partenaires qui sont présents ici sont référencés sur FUSAC. Et puis après, il y a une autre dimension qui est très intéressante, c'est de chercher, par exemple, un cabinet qui a déjà vendu des sociétés dans le transport, parce que moi, je veux racheter dans le transport ou je veux céder dans le transport. Donc, en fait, on garde tout le track record de tous les intervenants, de tous les opérationnels, et vous pouvez faire ce type de recherche. Je cherche un cabinet spécialisé en acquisition d'entreprise et qui est spécialisé dans l'informatique. Donc, c'est vraiment sur ces deux critères que l'on peut rechercher et trouver de façon très fine les experts pour se faire accompagner tout au long du projet. Et Damien, avec des critères aujourd'hui aussi sectoriels, géographiques, je veux dire, donc sectoriels, ça on vient de l'évoquer, mais géographiques aussi, parce qu'il y a des dirigeants qui disent, moi, en effet, je veux avoir des intervenants qui sont, en tout cas dans ma grande région, et là, il y a la possibilité donc de croiser des critères sectoriels, mais aussi géographiques. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le rappeler, j'ai oublié de le préciser. Effectivement, on peut sélectionner dans sa région, dans son département, ou alors ce qui est intéressant, certains cédants nous disent moi alors peut-être pas à Levallois et en Île-de-France, mais en région, nous disent moi je veux surtout pas travailler avec un conseil local parce que c'est un petit monde et tout le monde va le savoir et je préfère travailler avec. Les deux sont vrais. Et toutes les possibilités, effectivement, sont offertes avec des croisements sur le métier, sur la localisation géographique et puis sur les secteurs d'activité qui ont déjà été traités par les cabinets ou les experts qui sont référencés dans cet annuaire et cette base de données. Voilà, donc identifier. Alors, peut-être un mot de Julien Belon, parce que c'est vrai qu'au niveau des fonds d'investissement, là aussi, les 20 ans qui viennent de s'écouler ont montré que c'était une famille de professionnels qui s'était énormément enrichi, spécialisé. Est-ce que, Julien, vous pouvez nous dire un mot? On a vu là aussi des fonds d'investissement dits de proximité qui sont venus enrichir le paysage là, sur ces 10 ou 12 dernières années, alors qu'il y a 20 ou 25 ans, il n'y avait que des intervenants à Paris qui investissaient en région. Est-ce qu'il est toujours là, Julien? Oui, je suis là. Et là, du coup, vous êtes un bon observatoire de l'évolution, de la spécialisation des fonds. Alors, des fonds qui vont être en effet, pour certains, très sectoriels, Julien, pour d'autres qui vont dire, nous, on n'investit que
à l'échelle de telle ou telle grande région, hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous En dire fait, sur l'évolution alors de moi, ces… enfin, après, c'est de notoriété, ça. Mais c'est vrai qu'avant, la panacée, c'était d'aller en bourse. Finalement, c'est quand même très, très contraignant, même si ça apporte de la visibilité, de la clarté. Maintenant, les investisseurs privés, que ce soit en financement capital, donc equity, donc fonds d'investissement, se sont énormément développés et ça ne fait qu'accélérer. Avant, ils apportaient peu de valeur ajoutée. Je dis ça, mais ils se le reprochaient à eux-mêmes. C'était vraiment, ils apportaient que de l'argent, puis ils laissaient quasiment les managers tourner. Je parle beaucoup pour les fonds minoritaires. Les fonds majoritaires ont toujours été un peu plus proactifs, mais s'occuper de moins de participation forcément parce que c'est des enjeux plus importants. Mais ces fonds minoritaires, on les connaît, sont assez diffusés. Ça va être des Ciparex, des Naxicab, même si enfin, voilà, ils sont capables de faire du majoritaire, bien sûr, hein, ils en font même beaucoup. Mais ces gros fonds, même bancaires, qui sont des clients chez nous, des crédits mutuels, des Sociétés Générales, voilà, donc c'est l'ADN. Et puis de plus en plus des fonds régionaux, parce que c'est un soutien très important. Et finalement, bon, il y avait on associait fonds d'investissement à hedge fund, et de moins en moins, enfin de plus en plus, les gens comprennent qu'il y a un peu des fonds partout. La BPI fait tout pour que les gens deviennent un peu plus capitalistes par les fonds d'investissement, notamment le fonds BPI Entrepreneur, où ils ont permis aux individus d'investir dans leur PME, enfin dans les fonds qui investissent dans les PME. Donc, c'est toujours du fonds de fonds à ce moment-là. Et c'est vrai qu'un petit reproche était que finalement, vous ne pouvez pas investir dans les entreprises en direct difficilement. En tout cas, c'est plus dans des fonds de fonds, donc c'est un peu moins sexy. Ce n'est pas toujours ce que recherchent les clients de banques privées ou même les personnes physiques. Et du coup, on a vu se développer petit à petit la granularité des sangs, les compétences des fonds augmentent. Donc voilà, ces deux angles, hein, les fonds essayent d'apporter plus de choses, des croissances externes, vraiment, de la structuration, du digital, beaucoup. Il les challenge beaucoup plus qu'avant. On voit dans les demandes qu'on a des fonctionnalités très, très liées à du challenge de société, alors qu'avant, ils étaient un peu dormants. Et puis de l'autre côté, on a effectivement des acteurs, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de fonds, de plus en plus d'argent, et pas assez de PME, ça doit tirer un peu les multiples vers le haut, hein. Les belles PME, il n'y en a pas tant que ça. C'est un actif qui est le plus rentable en termes de finances pures, hein. En termes de risque-rendement, j'entends, et non pas en termes de juste rendement, mais en termes de risque-rendement, c'est des ratios très, très intéressants, donc ça attire énormément de gens. Et effectivement, ils se partageaient un peu le gâteau en haut du panier, hein. C'est-à-dire que les plus belles boîtes de n'importe quelle région ne touchaient pas trop terre, elles passaient d'un fonds à un autre. Moi, je suis de Marseille, je vois les plus belles boîtes de Marseille passer d'un fonds à un autre et jamais toucher le sol, entre guillemets, c'est-à-dire ne jamais être accessible au commun des investisseurs. Et puis, les tickets pour entrer dans ces fonds étaient très élevés. Donc, en fait, voilà, ça ne touchait pas les personnes physiques, alors que c'est des boîtes qui mériteraient d'être implémentées dans leur tissu. Et pour finir là-dessus, du coup, on voit de plus en plus de fonds régionaux, de fonds souverains. Je sais que dans la région lyonnaise, Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont lancé un fonds souverain régional, mais c'est toujours du fonds de fonds. Donc, voilà, on sent que les gens veulent s'y intéresser. Les gens… et quand je dis les gens, c'est tout le monde, hein. On voit que d'un côté, c'est le crowdfunding sur des sociétés un peu bancales, même si c'est le début, c'est normal, ou du crowdfunding, du crowdlending de dette. Mais c'est vrai on sent qu'il y a voilà, une envie d'aller investir dans les boîtes, dans les PME territoriales. Le côté territorial, proximité, c'est sexy à tout niveau, que ce soit alimentaire, que ce soit financier, patrimonial. Et voilà, nous, on travaille un peu sur ces sujets de rendre accessibles ces PME à un univers plus large, mais on voit que ça bouge beaucoup. C'est une effervescence que je crois qu'il n'y a pas assez d'actifs, il n'y a pas assez de PME. Et puis, dernier point, c'est l'essor des techs. Nous, quand on a commencé, les techs, c'était un peu, les gens en rigolaient côté LBO. Maintenant, vous voyez des gens qui sont professionnels du LBO, qui vont tous acheter des fonds de tech, hein. Le plus gros, c'était Euraseo qui a racheté ID Invest. Et on voit que les participations tech, et ça concerne même des business angels qui investissent dans la tech ou des fonds d'investissement, la tech, c'est quelque chose qui accélère et qui devient, quand on fait des valorisations comme on voit sur Doctolib, à près d'1,2 milliard, alors que ça n'existait pas il y a 5 ans, il y a 6 ans, on comprend bien que ça fait trembler un peu tout ça. C'est très intéressant à voir comme dynamique, tous ces territoires, terroirs, régionalisation, et puis tech, international, tout ça se combine un peu. C'est très, très intéressant d'être un peu à un poste privilégié d'observation, entre guillemets. Très intéressant. Alors, ce qu'il faut en effet retenir, c'est qu'aujourd'hui, les fonds, hein, ils ne sont pas là uniquement pour accompagner des personnes morales, mais ils sont aussi, hein, en capacité d'être aux côtés de managers, de repreneurs personnes physiques,
Et ils le font de plus en plus, On voit effectivement. des managers de bon calibre qui sont en capacité de s'intéresser à des cibles d'une certaine taille avec le soutien de ces fonds d'investissement qui, comme vous le rappeliez, peuvent intervenir comme minoritaires au capital. Pour certains, interviennent bien sûr comme majoritaires. Voilà, donc tout ça, fonds minoritaires, fonds majoritaires, fonds de proximité. On a vu le paysage s'enrichir considérablement ces dernières années avec ces fonds d'investissement. Je voudrais qu'on en vienne, je voudrais redonner la parole sur la question des valorisations, qu'on en vienne en effet à la façon de mieux cerner la valorisation des affaires. Je me tourne à nouveau vers Franck Allard-Latour. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. On sait que l'une des difficultés, c'est le dépôt, c'est la confidentialité qui entoure la publication des comptes, notamment des petites entreprises. Voilà, c'est une des difficultés pour accéder aux résultats des petites entreprises. Je sais que vous avez trouvé des solutions pour contourner cette difficulté et pouvoir quand même gérer de la data précise s'agissant des résultats des petites affaires. Oui, alors nous, on est bien loin de ce que fait Julien. On est vraiment sur de la petite entreprise. Aujourd'hui, les entreprises que l'on traite, qui sont d'ailleurs de très belles affaires, des petites pépites, ont un chiffre d'affaires aux alentours du million d'euros et une valorisation en dessous du million d'euros. Et c'est vrai que aujourd'hui, les comptes sont déposés en procédure dite confidentielle pour les sociétés qui font moins de 6 millions d'euros. Donc, on a une raréfaction de la donnée financière. On est à peu près sur 95% des sociétés, enfin nous, dans ce qu'on traite et dans ce qu'on évalue, je regardais hier les statistiques, on est sur des comptes déposés en procédure dite confidentielle. Donc, c'est vrai qu'au travers du partenariat qu'on a pu construire avec Infogreffe, on a accès à la data et on la traite pour redonner des méthodes de valorisation et que le cédant ou le repreneur puisse connaître la valeur de leur cible. Voilà. On n'est plus… avant, on parlait chiffre d'affaires. Voilà, quel chiffre d'affaires fait l'entreprise? Et au travers des différentes lois qui sont parues et les seuils augmentent régulièrement, on a voulu protéger nos PME. Et là, l'idée, on ne parle plus chiffre d'affaires, mais on parle valorisation. Combien vaut l'entreprise avec 5 méthodes? On en parlera après. Mais nous, on est vraiment sur de la petite entreprise. Les comptes sont confidentiels. Qu'est-ce qui reste? Il reste la valeur. La valeur d'achat, la valeur de financement, il y a différentes méthodes qui permettent de valoriser. On ne donne pas un prix comme ça, on ne dit pas l'entreprise elle vaut 50 euros. Non, on va dire l'entreprise à l'achat elle vaut tant, le financement de l'entreprise vaut tant, la valeur patrimoniale, etc. etc. Donc on arrive à animer le marché côté cédant et côté repreneur en donnant des fourchettes de valorisation et en essayant de piloter tout ça. Parce que quand vous êtes repreneur, vous avez un apport personnel et en fonction de votre apport personnel, vous allez pouvoir aller acheter telle ou telle entreprise. Si vous avez 50 000 euros d'apport, vous n'allez pas acheter une entreprise qui vaut 1 million. Vous allez chercher une entreprise qui vaut peut-être 200 000 euros. Et ça, c'est important. L'objectif, c'est toujours de faire gagner du temps. Voilà, faire gagner du temps. Alors, ça reste, une fourchette. Et je parlais des limites de ces outils aussi en introduction. Ça veut dire que ce sont des. Vous êtes là pour donner des ordres de grandeur,
pour être dans le nuage. Hein, vous parlez du nuage. C'est ça, Marc. La limite de l'outil, nous, l'objectif, c'est de donner en amont, et c'est ce qu'on a voulu faire, une idée de la valorisation avec une fourchette de prix, un indicateur sectoriel et 5 méthodes. On n'est pas là pour dire l'entreprise, elle vaut 485 €. On fait un travail en amont, c'est une valorisation flash, ça permet d'entamer la discussion entre cédants et repreneurs autour d'une base de prix qui est cohérente. Voilà, on fait des valorisations tous les jours et on s'aperçoit que ça amène la discussion et ça évite à un cédant de perdre son temps en se mettant un prix en tête qui finalement était un prix plus par rapport au projet qu'il avait après de vie. Mais il faut bien regarder combien vaut son entreprise telle qu'elle est. Quelle est la fourchette de valeur? Et pareil pour le repreneur. Et finalement, nous, on s'aperçoit que sur les dossiers qu'on a la chance de suivre jusqu'au bout, jusqu'à la transaction, parce qu'on a des retours, qu'est-ce qui se passe? Ça facilite la discussion. Et ça aide les cédants et les repreneurs à se rencontrer. Le cédant n'a pas un prix fou en tête et le repreneur, lui, va aller voir une cible qu'il peut financer. Alors, en effet, ça a une grande vertu vis-à-vis des cédants, c'est d'éviter, ils ont tous en tête ce fameux prix psychologique de leur affaire. Oui, moi, mon affaire, je pense qu'elle vaut tant. Alors que ce qui est important, c'est évidemment le prix de marché de l'entreprise. On sait qu'il y a beaucoup encore de cédants qui perdent énormément de temps en voulant mettre sur le marché une entreprise avec un niveau avec des attentes, en tout cas financières, qui sont complètement irréalistes. Ça leur fait perdre du temps, ça fait perdre aussi de la valeur à l'entreprise parce qu'elle ne se vend pas. Et du coup, ils passent peut-être à côté des bons acquéreurs, parce que l'acquéreur, quand il voit que la cible, elle est 30, 40 ou 50% au-dessus du prix du marché, eh bien, ils vont préférer passer leur chemin. Donc, et alors, juste là-dessus, ce qui est très intéressant, en complément, Marc, très rapidement, on va aussi chercher le benchmark, c'est-à-dire qu'on donne un prix et on permet aux cédants ou aux acquéreurs de valoriser les concurrents. Super intéressant aujourd'hui. Super intéressant aujourd'hui pour voir comment performe en fait, et ça je sais que pour les repreneurs, c'est un indicateur très précieux aujourd'hui pour voir comment les concurrents ont traversé l'épisode Covid. Quand on a du mal à faire la part des choses, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que le trou d'air 2020, il est dû à… Bon, on ne sait pas trop à quoi il est dû. On va voir, du coup, les concurrents pour voir de quelle façon eux s'en sont sortis. Donc, en effet, l'environnement concurrentiel est aussi avoir des indicateurs là-dessus, c'est précieux. Je vais être un petit peu embêtant, j'ai des messages parce qu'il faut lire le chat. S'il vous plaît, Marinella, nous n'avons pas le bon écran en partage. Nous avons votre messagerie. Voilà, pendant que Marinella essaie de trouver la solution, voilà, ça c'est mieux. On a là en effet en tout cas, on retrouve les vignettes de nos intervenants. Je me tourne vers Jean Houlaine à nouveau. Bâtir les bons business plans et se donner des arguments pour ensuite aller essayer de convaincre les financeurs. Ça peut être des banquiers prêteurs, ça peut être aussi aller convaincre des investisseurs en capital. On voit bien que cette phase dans la recherche d'une cible, cette phase de la construction du business plan, eh bien, c'est aujourd'hui une étape extrêmement importante. Expliquez-nous alors concrètement comment, là pour le coup, comment fonctionne votre logiciel et quelles sont les briques
que vous donnez aux utilisateurs concrètement pour leur permettre de, comme on le disait tout à l'heure, de se forger assez rapidement, et c'est tout l'intérêt du recours à votre outil, se forger assez rapidement une conviction sur le dossier qu'ils sont en train d'analyser. Non, on n'est pas tous des financiers, et malgré tout, l'exercice du prévisionnel financier ou du business plan financier, peu importe comment on l'appelle, c'est un incontournable du parcours de reprise. C'est vrai que si on n'a pas le bagage financier, on peut parfois avoir l'écueil de se trouver devant la page blanche ou devant la feuille Excel blanche. Voilà, par où je commence? Par où je commence mon prévisionnel? Par où je commence le business plan? Comment je fais pour projeter les comptes, les indicateurs de l'entreprise que j'envisage de racheter ou à laquelle je m'intéresse? Comment je fais pour projeter l'évolution de sa trésorerie, ma capacité d'investissement à 1 an, 2 ans, 3 ans? Et ça, on va le faire effectivement à la fois pour convaincre les futurs financiers de l'entreprise, mais aussi d'abord pour se convaincre soi-même. Est-ce que j'ai raison de passer du temps à m'intéresser à cette entreprise? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça vaut le coup? Ce qu'on a essayé de faire avec Cavaltombi, c'est vraiment de proposer un outil de travail qui permet à tout utilisateur, sans avoir besoin d'être expert ou spécialiste en finance ou en comptabilité, de construire un prévisionnel, de modéliser son projet en manipulant les données qu'il maîtrise, c'est-à-dire pas les données comptables ou financières, mais vraiment les données opérationnelles de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vend, donc quels sont les montants d'investissement, quelles sont les dépenses auxquelles on envisage de recourir. Et l'outil, la plateforme, s'occupe de traduire tous ces éléments simples en projection financière, projection de trésorerie, compte de résultats, indicateurs, ratios, etc. Il y a un ensemble également de modules, d'outils d'aide à l'analyse du business plan qui vont permettre, par exemple, de faire de la comparaison géosectorielle. Donc, on va savoir si, par exemple, les niveaux de marge opérationnelle qu'on obtient sont cohérents avec ceux de son marché. On a des outils qui permettent de construire des simulations, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'un seul scénario, où évidemment, quand on est entrepreneur, naturellement, on envisage toujours des courbes qui montent. Mais particulièrement quand on va aller voir un partenaire bancaire, il faut être lucide et réaliste sur le fait que voilà, tout ne va pas se passer comme prévu. Particulièrement là, au sortir de la crise du Covid, on va d'autant plus, les financiers vont redoubler de vigilance et vont demander aux dirigeants de prévoir pas un seul scénario, mais une multiplicité de scénarios et de démontrer finalement qu'ils ont la capacité à réagir dans toutes circonstances. Alors c'est un peu contradictoire avec le fait que, évidemment, personne n'a de boule de cristal, mais c'est un peu le positionnement du banquier. C'est voilà, montrez-moi que en vous prêtant de l'argent, je ne prends aucun risque. Et un moyen d'y répondre, c'est de se dire voilà, j'ai pas un seul scénario en tête, je sais ce qui peut potentiellement se passer différemment de ce que j'ai prévu ou mal se passer, et je montre que dans chaque situation, j'ai les marges de manœuvre qui me permettent de réagir. Voilà, c'est des facteurs à la fois qui permettent soi-même de se rassurer sur le fait qu'on on s'engage dans un projet qui est réaliste et qui est sérieux, et aussi derrière de plus facilement du coup convaincre ses partenaires financiers, et tout en s'appropriant le sujet, parce que évidemment la question de l'accompagnement dans ce parcours, elle reste entière, mais on ne propose pas un outil qui permet de se passer d'un accompagnement ou d'un conseil, mais un outil qui va redonner de l'autonomie et de la capacité à même soi-même se faire renforcer ou étayer son idée. Et après, à un moment donné, quand vient le moment de valider son projet, là, c'est le bon moment pour être accompagné par un cabinet, par un spécialiste, par un expert comptable qui va permettre de valider tout ça. Voilà, parce que la question en effet qui se pose, c'est la question de la limite. En effet, ça reste des outils qui permettent en effet de mieux cerner, etc., la valorisation ou de pouvoir réaliser différents scénarios. Ensuite, alors, le message quand même à faire passer en direction des utilisateurs, c'est que derrière, il faut pouvoir continuer à réfléchir et avancer avec ses propres conseils. Jean Houlaine, du coup,
vous, par exemple, les experts comptables qui sont évidemment aux côtés des repreneurs dans ce travail de modélisation, de simulation et de projection financière, ils sont également utilisateurs de vos outils, par exemple, les experts comptables? Oui, ils le sont, et de plus en plus. Alors, même au-delà des experts comptables, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'écosystème de l'accompagnement, c'est les profils experts, conseils, consultants, accompagnement, fonction finance externalisée ou conseils en session reprise. Et ils le sont de plus en plus parce que, alors, est-ce un effet de la crise qu'on a traversée ou pas? En tout cas, ils sont beaucoup plus qu'avant en recherche de solutions digitales pour accompagner leurs clients. Alors, c'est probablement aussi une attente dorénavant de leurs clients repreneurs ou dirigeants, qui est de pouvoir travailler à distance, collaborer sur des applications, sur des plateformes où on partage la donnée. En fait, tout le monde a accès à la donnée, on peut la manipuler. Et en tout cas, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de rompre avec le schéma où l'expert, le spécialiste construit le modèle dans son coin, devant son écran, et propose à son client repreneur, par exemple, un prévisionnel ou un business plan imprimé sur PDF qu'il n'a pas la possibilité de simuler ou de s'approprier. Donc, on propose vraiment un outil qui permet au repreneur, avec son conseil, de travailler ensemble sur différents scénarios pour que, tout simplement, le repreneur s'approprie mieux son projet, les tenants et les aboutissants, comprenne l'effet de chaque scénario sur la situation de trésorerie, sur les projections d'indicateurs. Et c'est derrière une meilleure capacité à aller défendre le projet devant des financiers, parce que voilà, à un moment donné, le repreneur se trouve devant le banquier ou devant l'investisseur, et c'est à lui de pitcher son projet. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on montre si on a bien, si on maîtrise l'ensemble des aspects financiers du projet. Alors, justement, là, je me tourne vers à nouveau peut-être Damien, s'il est toujours avec nous. Je suis toujours là, pour l'instant, ça tient. Elle est toujours là. Ça pose la question, et là, Jean Houlaine vient de mettre le doigt dessus, pouvoir disposer, en effet, d'un espace sécurisé pour pouvoir échanger, s'agissant de tout ce processus de transmission reprise, pouvoir échanger avec ses conseils, et ça pose aussi la question d'accéder à des data rooms dématérialisés, pour pouvoir accompagner les opérations et la transaction jusqu'à son terme. Est-ce que chez Fusac, alors là, c'est peut-être au niveau des nouveaux produits ou services mis en place, est-ce que ça va aujourd'hui, Damien, jusqu'à pouvoir digitaliser les data rooms? Alors, ça, c'est effectivement un projet qu'on a un petit peu dans les cartons. Malheureusement, on a beaucoup de projets dans les cartons, donc de temps en temps, on en sort. La priorité aujourd'hui, c'est un petit peu comme Julien, c'est l'international. Ça nous est beaucoup demandé aussi par des repreneurs. C'est vrai qu'on l'a vu, c'est, contrairement à ce qu'on pense, assez compliqué de trouver des cibles d'acquisition. C'est plutôt un marché vendeur, c'est plutôt le vendeur qui a beaucoup d'acheteurs que l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'on s'ouvre aussi à l'international. Après, nous, on va se limiter sur le contact avec le cédant ou le contact avec le professionnel qui a le dossier. Donc, quand on voit une annonce sur Fusac, on va obtenir les coordonnées. Et après, on revient dans la vie réelle, quelque part. Et je dirais, des conseils ont eux-mêmes des outils de data room qu'ils vont utiliser. Et c'est vrai que sur Fusac, on n'a pas encore développé cette offre qui est quand même très, très spécifique et qui demande un savoir-faire très particulier. Donc, on n'est pas encore dessus, mais on y pense, on y réfléchit. Mais en tout cas, des réponses, ce qu'il faut. Alors, Julien peut peut-être en dire un mot. Julien qui travaille avec ARX également à mettre au point
des interfaces dédiées pour ces clients utilisateurs pour justement pouvoir les accompagner dans la gestion de tout de leur mandat, s'agissant par exemple des banques d'affaires ou des conseils en fusion-acquisition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur en effet l'évolution des outils s'agissant de ces… alors là, pour le coup, là, avec s'agissant du middle market en tout cas, des data rooms dématérialisés, vous les proposez aujourd'hui, Julien? Alors non, on ne fait pas de data room dématérialisé. Il y a des acteurs, comme ça a été dit, qui sont très présents sur ces sujets-là et des très gros, parce que c'est très rentable, entre guillemets, parce que de faire du logiciel, c'est comme des drives. Alors certaines petites, certains petits mandats sont souvent faits sur un simple drive finalement. Quand on est plus gros, il y a des gros acteurs mondiaux qui sont présents sur la data room digitalisée. Très peu de data rooms sont maintenant physiques sur cette partie-là. Nous, on est vraiment en utilisation de gestion de process pour les aider à piloter. Parce qu'initialement, en fait, quand vous vendez une boîte, tous ces interlocuteurs travaillent beaucoup au succès, avec des petits frais d'accompagnement, mais travaillent beaucoup au succès. Et du coup, ils étaient peut-être les cordonniers les plus mal chaussés, c'est-à-dire qu'ils faisaient ça sans outils, sans rien, Excel, PowerPoint suffisait, comme beaucoup d'activités. En tout cas, pour accompagner un process, maintenant, ça s'est structuré. Dans le monde anglo-saxon, c'est très structuré. C'est devenu une industrie aussi d'être capable de vendre des boîtes un peu. Donc, il y a des outils digitaux comme nous qui intervenons. Et quand je dis comme nous, comme l'ensemble des interlocuteurs ici, pour apporter sur certaines problématiques des outils digitaux, mais même les process en eux-mêmes, et qui ne concernent pas que la data room, loin de là, se sont vraiment digitalisés et toujours les premiers, les Américains, les Anglais, toujours les plus d'adhérer sur des outils un petit peu, donc en fait de tous les côtés, à toute taille, je pense. Le digital, de toute façon, il est partout autour de nous, donc ça rentre de tous les côtés. Effectivement, les gens qui sont pas structurés, qui font du deal by deal, sans se structurer, quelle que soit la problématique en termes d'outils digitaux, ça disparaît à une vitesse grand V, sans parler de ce que je voyais sur la partie IA, tout ça, qui sont les évolutions un peu et marketing, mais dans le bon sens du terme, et aussi d'efficacité qui viennent. Clairement, ça rentre très vite, quoi. Comme le monde, comme on parlait de la tech, c'est pareil pour ces acteurs, ça va vite aussi sur la digitalisation, et notamment avec des confinements et des choses comme ça, ça ne fait que pousser dans le dos sur ces sujets. Et donc là, je parlais d'interfaces que vous pouvez proposer aujourd'hui. Alors nous, c'est vraiment, c'est un peu plus, vraiment nous sur la partie… Dans la gestion de la relation client de vos… Alors nous, clairement, c'est du CRM de relation client. Ils vont gérer ça comme on est des fois en face, pour vous dire, nos concurrents, ça va être Salesforce, par exemple. Donc, vous voyez la problématique. Ou Microsoft, et finalement, qui sont des CRM très dédiés, très généralistes. Donc, on passe assez souvent face à eux. Et donc, c'est de la gestion de process, de relations clients, de communication acquéreur, de suivi, de connexion à Outlook, etc., etc. Donc, voilà, des choses assez très B2B et basées sur une base de données où derrière, ils se pluguent pour identifier des cibles, des targets, et voilà, ça s'auto-alimente. C'est des choses qui, il y a 10 ans, étaient… maintenant, ça devient des commodities d'avoir ce type d'outils. Je pense pour l'ensemble de nous tous qui sommes présents, je crois, et c'est pour que ce soit les interlocuteurs qui sont présents pendant la conférence là, ou même nous, on voit que les acteurs avec qui on est, d'ici 5-10 ans, c'est plié pour tout le monde. Tout le monde sera sur ce type d'outils, que ce soit avec nous ou d'autres. Il y en a d'autres qui arriveront. Mais ça va très vite, moi je trouve, c'est assez violent. Et c'est vrai que quand on regarde aux États-Unis, on voit, nous on y est assez souvent et on voit ce qui s'y passe. Ça va, effectivement, ils ont de l'avance. Pour eux, c'est même plus un sujet. Donc, intéressant de voir cette évolution actuelle qui a accéléré d'ailleurs. Bien sûr, la généralisation du travail à distance, l'épisode Covid a évidemment été un accélérateur dans la digitalisation des process. On voit bien que c'est en train de transformer même le quotidien de beaucoup d'acteurs de ce marché. Alors, je voudrais qu'on se rapproche là. On se rapproche de la fin. Je voudrais que peut-être les uns et les autres, vous nous disiez aussi de quelle façon l'épisode Covid a peut-être modifié les attentes de vos utilisateurs, vous a incité à réfléchir et à travailler
à la réalisation de nouveaux outils ou de nouveaux services. Qu'est-ce que vous avez? Quels sont les chantiers, vos chantiers aux uns et aux autres? Franck, par exemple, du côté de la valorisation, je sais que vous me disiez que vous aviez, au départ, vous étiez beaucoup concentré sur les repreneurs en sous-estimant en fait l'importance des cédants, et vous venez de nous dire aujourd'hui que ce sont eux, en effet, qui tirent quelque part votre marché. Quelles seront les prochaines étapes, hein, si on se projette en tout cas sur 2021, 2022, sur quel type de nouveautés vous planchez les uns et les autres, Franck? On n'a pas Franck, on n'a pas votre leçon. Désolé, les cédants sont très vite arrivés après les repreneurs, et aujourd'hui, notre clientèle qui nous tire le plus, ce sont les professionnels de la transmission. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont besoin de gagner du temps. Et en fait, on a un mode automatique sur Avalor et un mode manuel. Et le mode manuel permet ensuite à l'expert comptable ou à l'avocat ou au professionnel de la transmission de faire l'ensemble des retraitements nécessaires. Parce que nous, la limite de l'outil, c'est qu'on prend les données comptables disponibles et ensuite, il y a des retraitements à faire. Donc, soit le repreneur est autonome et fait ses propres retraitements, soit il fait appel à son conseil et là, le conseil vient l'aider à faire les retraitements. Et c'est pour ça que nous, amenés par les cédants et les repreneurs vers les professionnels de la transmission, c'est aujourd'hui l'ensemble des outils qui nous sont demandés par, entre autres, notre plus grosse clientèle, c'est quand même les experts comptables qui veulent un outil pour gagner du temps. Aujourd'hui, occuper une petite main à faire de la saisie de l'IAS fiscale dans un logiciel, c'est une perte de temps énorme pour l'expert comptable. Et l'intérêt avec Avalor, c'est que tout se fait automatiquement. Donc, soit auprès d'Infogreffe, soit dans la base de l'expert comptable qui lui a tous les comptes et en un clic, sur un bouton, en une seconde, il fait tout remonter. Le clic d'après, comme il a tout disponible, il peut faire tous les retraitements. Voilà. Donc tout ça peut aller très vite. Il peut même le faire en direct live. Il est en discussion avec le cédant et le repreneur. On discute d'un retraitement, de quelque chose d'exceptionnel, la crise Covid. On regarde l'impact sur le chiffre d'affaires. Tout va très vite. On va à l'essentiel. Donc ce sont nos axes de développement, de toujours intégrer le plus possible les besoins des différents utilisateurs et à la fin, toujours pour amener la discussion autour de la valorisation. Donc, des ajustements qui peuvent être faits, notamment sur ces retraitements, bien entendu, de l'actif, qui permettent de corriger les choses. Donc, en effet, prise en compte de cette composante. Exactement. Pareil pour le benchmark. Je lis souvent, là j'avais des commentaires sur le chat, merci aux questions. Concernant le benchmark, on fait un benchmark national, on fait un benchmark local. Et vous pouvez aussi changer en mode expert le code APE, parce que si vous avez choisi un code APE qui ne correspond pas vraiment à votre activité, vous pouvez tout changer. Et tout ça se fait en instantané, puisque chez nous, on héberge l'ensemble des liasses fiscales des entreprises. Donc, tout va très, très vite grâce à la data. On peut vite changer et il n'y a pas… nous, on a connu ça, je vais récupérer les liasses. Voilà, tout est dématérialisé. On voit bien là, l'effet d'accélération qui fait, en effet, comme vous le disiez, qui fait gagner beaucoup de temps à tout le monde, aux cédants, aux repreneurs et, vous le dites aujourd'hui aussi, bien sûr, aux professionnels. Et ces outils doivent être utilisés, consommés en lien toujours, bien entendu. Quand j'entends certains qui disent mais alors il y aura plus de les transmissions ne seront plus accompagnées par des experts, bien sûr que si. Je crois qu'il faut le dire et le redire, ces outils ne sont pas là pour tuer le travail des experts. C'est extrêmement important
important de le rappeler. Ils ne se substitueront jamais au travail qui peut être celui de l'intermédiaire, de l'expert comptable. Bien entendu, j'en parle même pas de l'avocat d'affaires, avec toute la dimension juridique dans la rédaction des actes. Bien entendu que toutes ces expertises continuent à être extrêmement importantes. Elles seront toujours portées par des experts. Mais on voit bien que l'intérêt de ces outils, de cette technologie, de ces algorithmes, eh bien, c'est d'accélérer les choses et de provoquer des connexions intelligentes, voilà, et d'augmenter du coup le champ des possibles pour les repreneurs. Alors, côté nouveaux produits ou services, Jean Houlaine du côté des Valtombise, moi je me posais une question sur l'après, parce qu'en effet, ces business plans, ces projections, ces simulations, elles sont proposées, elles ont vocation à être proposées, bien évidemment, et défendues auprès des financeurs, des prêteurs, comme des investisseurs en capital. Est-ce que, de quelle façon vous articulez les choses avec cette étape suivante? Est-ce que vous avez, vous, des partenariats avec la galaxie du financement des entreprises et notamment des reprises d'entreprises? Je pense par exemple à ces courtiers en crédit, hein, qui peuvent être, qui sont aujourd'hui sollicités par les repreneurs pour trouver les banques qui financeront la dette senior. De quelle façon se fait le lien avec la planète financement, si on peut dire, Jean? C'est pour nous un axe encore de développement sur les mois à venir. Aujourd'hui, on a des partenariats qui permettent à des utilisateurs des Valtombise d'aller présenter un dossier chez des partenaires qui peuvent par exemple être des courtiers en financement. Tout à fait. Mais c'est un partenariat light ou soft qui n'est pas un partenariat type place de marché où on pourrait mettre en lien automatiquement un dossier de financement et Valtombise avec des financeurs. Ça peut faire partie des chantiers, des projets de développement futur. Nous, la continuité avec l'après, on la voit plutôt, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, comme la continuité avec la phase de gestion et de développement de l'entreprise une fois le rachat effectué. Parce qu'évidemment, le business plan ou le prévisionnel qu'on aura fait au moment de racheter, il doit refléter ce qu'on pense faire dans la suite. Et l'étape tout aussi cruciale qui s'ouvre juste après, c'est de suivre l'exécution de ce qu'on a envisagé avant de racheter. Et de s'assurer que 3 mois après le rachat, 6 mois, 1 an après, est-ce qu'on est dans les clous ou pas par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Et c'est vraiment sur ces aspects qu'on a beaucoup développé ces derniers mois, là aussi un peu dans la continuité de ce qu'évoquait Franck à l'instant, en facilitant les connexions avec les sources de données disponibles, et notamment la donnée comptable, pour faire en sorte qu'à la fois celui qui n'est plus repreneur mais est dirigeant de l'entreprise et celui ou celle qui l'accompagne, l'expert comptable, le conseiller, passe plus de temps à l'aider à analyser sa situation, à suivre sa trésorerie, à suivre le déroulement de ses investissements, plus qu'à faire de la saisie de données. Parce qu'il n'y a rien de pire que de consacrer 80% du temps à faire de la saisie de données comptables dans un outil et seulement 20% d'analyse. Il vaut mieux faire l'inverse. Et donc, aujourd'hui, on est interfacé notamment avec les outils comptables pour, en quelques clics ou en quelques minutes, pouvoir avoir une situation la plus récente possible de la trésorerie de l'entreprise, des prévisions assez fiables sur les mois à venir. Bien sûr.
Suivi de trésorerie. Alors, ouais. ça veut dire que ça pourrait aller jusqu'à, hein, si on vous entend, jusqu'à la mise en place d'outils de pilotage, en effet, pour permettre au repreneur qui va prendre possession de la cible, eh bien, de disposer des bons indicateurs pour bien suivre son pilotage. Exactement. Alors, ça, c'est pour le coup, c'est pas un projet, hein. C'est ce qu'on fait déjà, c'est ce qu'on a mis en place ces derniers mois. Donc, c'est une autre dimension d'Eval Tombiz. On n'est plus dans le prévisionnel à 3 ans ou à 5 ans. On est dans le pilotage rapproché. Tableau de bord et outils de pilotage. Voilà, mois par mois, où on s'assure qu'on est dans les clous, encore une fois, par rapport au budget qu'on s'était donné. Et est-ce qu'il y a lieu ou pas d'affiner la stratégie sur les mois à venir. Et c'est finalement ça qui assure la continuité. Et c'est, en tout cas, de notre point de vue, ce qui est aussi essentiel, c'est de faire en sorte que le prévisionnel qu'on construit à un moment donné, on soit en mesure, 6 mois ou 1 an plus tard, d'en évaluer le bon déroulement ou l'exécution. Même si, Jean Houlaine, vous me disiez, je me souviens quand on avait échangé, même si vous me disiez finalement les business plans, ils sont là pour être contredits par la réalité. Évidemment, mais encore une fois, personne n'a de boule de cristal. Et on n'attend pas d'un prévisionnel qui soit à l'euro près tenu 1 an plus tard. Mais encore une fois, malgré tout, ça reste important. Hein. C'est pas un exercice. Les mais malgré tout, ça n'est pas un exercice de style. Ça a un réel intérêt de comprendre pourquoi, est-ce que 6 mois ou 1 an plus tard, pourquoi on est en écart, pourquoi on est soit en avance, soit en retard, et qu'est-ce qui fait que on est en dessous ou au-dessus des objectifs, et est-ce qu'il y a lieu d'ajuster le tir? Parce que c'est pas juste de se dire, ok, voilà, je constate 1 an plus tard que je suis en écart par rapport à ce que j'avais prévu, soit c'est normal, de toute façon un prévisionnel ne sert à rien. Non, c'est pourquoi je suis en écart. Et est-ce que les prévisions que j'ai faites il y a 1 an se sont avérées complètement farfelues, ou bien est-ce qu'il y a eu des événements que je suis capable d'analyser et de comprendre qui ont fait que soit j'ai eu des opportunités que j'ai été capable de saisir, soit au contraire j'ai eu des événements défavorables qui ont contrarié mon projet, et auquel cas voilà, j'en tiens compte dans mes prévisions futures. Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces. C'est passionnant de vous entendre. Damien Noël, alors là, pas l'ancêtre, mais le pionnier, là, 20 ans après, comme tu le rappelais, il y a toujours beaucoup de choses dans les cartons. Tu me disais aussi, là, quand on préparait le dossier pour le magazine, que sur 2021, Fusac allait faire porter ses efforts pour faciliter l'utilisation de vos outils à partir des tablettes, des smartphones. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quelqu'un dit un petit peu plus tôt, les coordonnées sont les plus mal chaussées. Donc, comme on a 4 sites, on s'est focalisé plus sur Place des commerces, Place des franchises, Fusac Buzz, qui sont un petit peu plus simples à redévelopper, à mettre ce qu'on appelle au format responsive. Et Fusac, qui est ancien, a quand même énormément de contenu. On a des annonces de cession, des annonces d'acquisition, une base de CV repreneurs, annuaire des fonds, annuaire des participations. C'est très, très dense. Donc, à redévelopper, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est la dernière brique à la refonte de nos portails. Si vous allez sur Fusac depuis un téléphone mobile, à un moment donné, vous allez rebasculer malheureusement encore sur la version un petit peu classique ordinateur. Donc voilà, le gros chantier de 2021, c'est de faire la refonte totale de Fusac et d'intégrer à la fois l'international, comme je l'avais mentionné, l'international francophone, puisque notre gros développement, c'est la Belgique, la Suisse, le Canada, et puis dans une moindre mesure la Tunisie. Mais on travaille vraiment sur ces 3 pays européens et outre-Atlantique de façon très, très forte. Et puis, voilà, essayer d'améliorer toujours les flux d'annonces, de dossiers. Les repreneurs nous demandent toujours plus de cibles d'acquisition et encore plus aujourd'hui. Donc, on est passé il y a quelques années de 5 à 10 dossiers de cession sur Fusac par jour.
Aujourd'hui, on est plutôt entre 10 et 20. Je crois qu'hier, on a eu 17 dossiers de cession qui ont été diffusés. Et puis des tailles d'entreprises qui deviennent toujours un petit peu plus importantes. Donc voilà, c'est aussi bien des chantiers de développement technique, mais des chantiers commerciaux qui sont un petit peu sans fin pour apporter à la fois une qualité de service et des flux de dossiers de plus en plus importants. Je ferai un exemple sur l'international parce qu'il est très concret. Sur des repreneurs aujourd'hui, il y a possibilité de dire à la fois je recherche en France dans telle ou telle région, mais je recherche dans des pays à l'international et comme on est de plus en plus consulté dans ces pays, de recevoir des appels directement d'experts qui sont basés en Suisse, en Belgique, au Canada ou ailleurs, qui vont vous proposer des dossiers. Donc voilà, ce qui n'était pas possible il y a quelques mois, aujourd'hui, ça l'est totalement et tout le site voit cette touche internationale arriver. Et puis petit à petit, oui, cette grosse refonte responsive pour l'ensemble du portail. Voilà, le digital qui accélère l'internationalisation de ce marché de la reprise transmission d'entreprise. Julien Belon, j'imagine que vous êtes complètement raccord avec ce que vient de dire Damien Noël, parce que sur ce marché du mid-market, des PME, des ETI, bien entendu que la brique internationale devient complètement incontournable. En tout cas, effectivement. Et puis moi je dirais en fait, c'est l'international et le très local. Je crois qu'il y a des le très local, de tous les côtés. Intéressant. Et c'est peut-être un peu oui, ça se disperse un petit peu, mais dans le bon sens du terme sur ces sujets, ce qui est normal. Et les outils digitaux, ça aide à casser des barrières. Nous, on voit très bien que les frontières, même géographiques, entre la France et l'Allemagne, finalement, elles sont très, très présentes alors qu'elles sont que géographiques, normalement. Elles sont plus capitalistiques. Et du coup, de la même façon, en local, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, ce n'est pas nos cœurs de sujet à nous. Là, je parle un petit peu globalement, mais c'est vrai que sur l'international, oui, on est un peu plus concerné. Nous, on fait pas mal de développement sur ça et notamment sur les outils métiers qui s'utilisent. Après, ça prend pas mal du temps. Vous voyez, nous, on travaille avec la BPI, on parlait de fonds d'investissement qui ont émergé. Alors, la BPI en est peut-être le plus beau fleuron français. Voilà, on fait des outils avec eux pour leur gestion de deal flow. C'est des choses qui prennent énormément de temps, donc ça nous occupe déjà assez sur le court terme, ce genre d'activité, notamment à l'étranger. Mais c'est vrai qu'on voit que ça bouge beaucoup et sur ces deux aspects-là, notamment, qui paraissent opposés, mais qui ne le sont pas tant que ça, peut-être. Bien, écoutez, on arrive au terme. Alors, bien sûr, un grand merci à nos quatre intervenants qui… alors, ça reste un aperçu, bien entendu. On ne pouvait pas faire parler tout le monde. Mais je crois que ça a permis quand même de mettre le doigt là sur des avancées très concrètes qui sont aujourd'hui possibles grâce à la mise en place de ces solutions digitales. Je voudrais citer, puisque dans le dossier que nous vous adresserons, là en effet on a pu parler d'une dizaine d'acteurs de ce marché-là, du full web appliqué à la transmission d'entreprise. Je voudrais, parce que ça montre aussi que ce paysage s'enrichit chaque mois, je voudrais citer les 3 derniers entrants en date. Bien entendu, vous pourrez les découvrir dans notre dossier, mais ça montre l'effervescence en moins d'un an. En gros, depuis l'été dernier, il y a trois acteurs qui ont vu le jour. Alors, Transaction, c'est une plateforme d'échange de contreparties. C'est le matching est à la mode, bien entendu, avec l'arrivée d'algorithmes qui permettent comme ça de pouvoir balayer des dizaines de milliers d'entreprises. Et donc, je voudrais signaler le lancement de Transaction, qui est une plateforme qui a été lancée par plateforme, j'ai envie de dire, familiale, puisque derrière
Collaboration Capital, il y a Jean-Yves Donat, son fils, son épouse. Donc, c'est vraiment une initiative, c'est une entreprise familiale au service, là, en effet, de l'échange de contreparties. Donc, voilà, c'est une plateforme qui, je crois, fédère déjà plus de 3000 repreneurs. Donc, une nouvelle plateforme technologique avec laquelle il faudra compter. Une initiative intéressante pour ceux qui recherchent ou qui s'intéressent à la reprise d'entreprises en difficulté, et on sait que ça sera peut-être d'actualité dans quelques semaines ou à la rentrée de septembre. Eh bien, une initiative extrêmement originale, signée d'un avocat d'affaires, Antoine Poulain, voilà, qui a eu l'idée de Kairos Opportunity. C'est une plateforme qui permet tout simplement d'identifier en temps réel les redressements et liquidations judiciaires partout en France, quelle que soit la taille des entreprises concernées ou leur localisation. Donc voilà un outil qui sera évidemment utilisé par des entreprises qui sont en recherche d'opportunités de croissance externe, hein, et qui sont qui sont engagées dans des logiques de consolidation, notamment en reprenant des concurrents fragilisés à la barre du tribunal. Donc voilà un outil bien précieux qui était, je le sais, attendu par beaucoup. Voilà, il arrive. Et puis enfin, je voudrais dire quelques mots de Storybee. C'est la dernière start-up en date, puisque cette plateforme a été lancée il y a quelques mois par deux associés, Marie-Laure Blasquet et Guillaume Prévost. Eh bien, son objectif est de digitaliser de A à Z le parcours de transmission. C'est une plateforme qui s'adresse là aux très petites entreprises, qui cible les très petites transmissions d'entreprises et les transmissions de start-up. Voilà, donc cela vous montre que presque tous les mois fleurit un nouvel acteur sur ce marché de l'e-business, de la transmission d'entreprise. Voilà, je crois que si nous reparlons de ce même sujet l'an prochain, eh bien, nous ne manquerons pas de nouveautés. Voilà. Dernier petit. Alors, est-ce qu'il y a peut-être dans le forum, avant qu'on ne se quitte, bon, voilà, on a des commentaires là de la part de nos internautes. Marinella, est-ce que au niveau du forum de discussion, est-ce qu'il y aurait une ou deux questions à côté desquelles on serait passé? À mon sens, non. Je regarde effectivement les messages. Il s'agit essentiellement, bravo Marc, de remerciements et de félicitations. Écoutez, pour prolonger en tout cas un message en direction bien sûr des participants, pour prolonger la réflexion, nous vous invitons bien entendu à lire notre prochain numéro, Comment le digital révolutionne la planète transmission. Je vous le disais, une dizaine d'acteurs qui sont présentés dans le cadre de ce dossier. Bien sûr, tous ceux que vous venez d'écouter, hein, qui sont soit pionniers, soit en tout cas qui sont déjà à la tête
de structures confirmées. Nous vous présentons également dans ce dossier les derniers arrivants. Donc, nous vous adresserons dans les heures qui viennent, ou en tout cas demain au plus tard. Vous aurez à la fois la fiche avec les coordonnées précises de tout. Voilà, elle apparaît à l'écran. Ce n'est pas la peine de faire une capture d'écran puisque nous vous l'adresserons. Et puis, je crois que ça sera à partir de notre numéro sort mardi prochain. Donc, mardi ou mercredi prochain, eh bien, vous recevrez la version électronique de notre magazine avec tout ce qu'il faut savoir sur ces nouvelles solutions digitales à disposition des cédants, des repreneurs, et on l'a compris ce matin aussi, bien sûr, des familles de professionnels qui constituent l'écosystème de la transmission reprise d'entreprise en France. Encore un grand merci à nos 4 experts de ce matin. Un grand merci à Ville de Levallois, Fabienne Deloum et puis Marinella Bilardello, qui a été aux manettes ce matin. Un grand merci de nous avoir permis eh bien, de rompre un petit peu l'isolement de chacun et de faire le lien sur ces problématiques toujours passionnantes de transmission et de reprise d'entreprise. Un grand merci à toutes et à tous. Et puis, je vous dis quand même, j'espère pouvoir vous dire